Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur l'intégration. On va commencer tout de suite par la correction de l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. C'était un seul petit exercice. Alors, je vous recommande de mettre la vidéo en pause si vous ne l'avez pas encore fait. C'est le bon moment pour essayer de le faire tout seul et vérifier si les compétences sont acquises. Alors, commençons par la correction. Donc, considérons une fonction f définie sur R par, et nous avons une belle expression. On voit tout de suite, et d'ailleurs je me le notais parce que ça peut toujours être utile, que c'est un polynôme de degré 2. D'accord? Donc je sais que son allure graphique, ce sera une parabole. Première chose, dans un repère orthonormé, assurer la partie du plan E limitée par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation x égale à 4 et CF, donc la courbe représentative de f. Alors, il me semble que la chose la plus difficile à faire pour le moment, c'est justement de tracer la courbe de f. Le reste, c'est facile, il s'agit de droite et des axes. Ok, alors déjà, je sais que je vais me munir de règles. Je vais la mettre à 90 degrés pour faire du coup mes axes. Tac, numéro 1. Et je vais faire les abscisses juste ensuite. Là. Voilà. J'en ai plus besoin. Voilà, je mets les flèches aux axes, bien sûr, très important. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que tout de suite, ça va être important de tracer la courbe représentative de la fonction 1 quart x au carré plus 1. Alors, je sais que pour identifier cette parabole, déjà, je peux remarquer que le coefficient du terme de degré 2, c'est 1 sur 4, et 1 sur 4, il est positif. Donc, la parabole, elle est orientée vers le haut, et donc ça aura cette allure graphique ici. Et donc, j'ai besoin de trouver les coordonnées de son sommet S. Alors, je sais que les coordonnées du sommet, ce sont moins b sur 2a, point virgule, f de moins b sur 2a. Alors ici, c'est particulièrement simple à trouver parce que b, ici, c'est égal à 0, donc le sommet a abscisse 0. Et si je mets 0 dans la fonction, je trouve 0 au carré fois 1 sur 4, donc ça fait 0, plus 1, ça fait donc 1. Ça veut dire que le sommet de ma parabole, que je vais donc tracer en bleu, il sera situé sur le point 0, 1. Alors je me fais du coup, ici je commence à graduer. Voici donc là où il y aura le sommet, c'est ici. D'accord? 2, 3, et 4. Alors donc, je sais que la parabole, elle va être vers le haut, donc ça pourra correspondre à quelque chose comme ça. Mais je veux être précis cette fois-ci, parce que si je dois bien trouver quel est l'air, ce sera quand même, ça peut être une bonne idée d'être précis. Et en particulier, je sais que les autres informations que j'ai à ma disposition, c'est que je vais devoir trouver l'air entre l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale à 4. Alors, faisons cette droite-là, comme ça je saurai à peu près jusqu'où je dois aller avec ma fonction. Donc je vais faire envers la droite x égale à 4. Donc je la fais juste là. C'est une droite verticale qui correspond à cette droite-là. D'accord? Voilà. Alors maintenant, du coup, je vais me faire un petit tableau des valeurs. Tableau des valeurs de f pour pouvoir les relier par un trait et avoir du coup une allure précise de ma courbe, donc de ma parabole. Je vais juste effacer du coup les deux traits que j'avais fait. Et je vais me faire du coup x et ici f de x avec, alors x égale à 0, je l'ai déjà fait, donc je vais le calculer pour 1, 2, 3 et 4. D'accord? Les entiers entre 1 et 4, ça va être pratique parce que ça va me permettre de positionner les points justement pour x qui varie entre 1 et 4. Alors si x est égal à 1, la fonction ça devient 1 quart fois 1 au carré plus 1, ça fait 5 quarts. D'accord? Donc ça veut dire que si je situe ici l'ordonnée de hauteur 2, 5 quarts ça vaut 1,25, on est à peu près là. Ensuite, pour 2, alors si je mets x égale à 2 dans l'expression de la fonction, je trouve du coup 1 quart fois 2 au carré plus 1. Alors 2 au carré ça fait 4, donc ça fait 1 quart fois 4 ça fait 1, plus 1 ça fait 2. Ok, du coup ça veut dire que le deuxième point il va être 2, 2. Et ça va être celui-là. Ensuite je vais mettre 3. 3 ça va me faire 1 quart fois 3 au carré, donc ça fait déjà 9, je peux l'écrire, plus 1. Alors 9 quarts plus 1, ça fait du coup 13 quarts, d'accord? Parce que 4 quarts plus 9 quarts,
eh bien ça fait 13 quarts. Alors 13 quarts, ça fait 3,25 si je veux la valeur précise. Donc je vais la positionner. Alors là, je me mets la valeur de 3. Et 3,25, il se situe à peu près ici. OK? Et enfin, la valeur pour x égale à 4, je fais le calcul encore une fois, c'est-à-dire 1 sur 4 fois 16, parce que c'est 4 au carré, du coup, plus 1, vous avez compris, j'imagine. Ça va être 5 comme valeur, et donc je vais trouver la valeur 5. Alors du coup, je me mets, ça c'est 4, ça c'est 5, et donc sur la droite, c'est celle-là. D'accord? Et ça, c'est donc le point. Et je peux tracer du coup ma parabole dans la partie qui m'intéresse. Elle va être du coup, je vais vous la faire en orange, comme ça c'est un peu plus clair, j'espère. Ça sera quelque chose qui ressemblera à ça. Voilà, et puis elle continue, voilà. Mais nous, on ne s'y intéresse pas parce que ce qui nous intéresse dans cet exercice, ça va être l'aire que je vais donc vous faire en rouge, juste situé ici. D'accord? Toute l'aire que je suis en train d'assurer en ce moment en rouge. Et donc, c'est l'aire que je peux trouver dans cette partie-là du plan. Voilà. Tout ça, c'est ce qui m'intéresse ici. Voilà. OK. Alors, comment je peux la calculer? D'accord? Alors déjà, j'ai fait la partie A. Maintenant, il faut trouver cette R. D'ailleurs, ça s'appelle E. Essayons de la déterminer. Alors, la première chose que je peux remarquer, c'est que ça correspond à une certaine intégrale. Laquelle? Eh ben, c'est assez simple ici. C'est l'intégrale entre, du coup, 0 et 4. Parce que vous voyez que ici, les abscisses qui m'intéressent sont les abscisses qui sont situées entre 0 et 4. De quelle fonction? Eh bien, la fonction, c'est la fonction x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1. Je crois que l'expression était 1 quart x au carré, mais je pense que si j'écris x à la puissance 2 divisé par 4, vous comprenez que c'est la même chose. Tout cela, bien sûr, en dx. D'accord? Donc, ça, c'est ce que je dois calculer. Je sais que cette valeur-là appartiendra au réel. Alors, pour la calculer, du coup, la méthode est la suivante. Première chose, je cherche une primitive de la fonction à l'intérieur du coup de l'intégrale, c'est x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1. OK? Et pour faire ça, je me demande, OK, quelle est la fonction que je dois dériver pour obtenir x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1? Eh bien, ce n'est pas trop dur. Je vais l'appeler grand f de x. Et je vous propose de considérer, alors déjà pour x au carré, juste la partie x au carré, d'accord? Je sais qu'il me faut x à la puissance 3 divisé par 3 pour que, quand je la dérive, j'obtienne x au carré. OK? Mais bien sûr, je ne dois pas oublier que j'ai une constante multiplicative juste devant. D'accord? C'est la petite fraction 1 sur 4. Hein? Elle est toujours là. Donc ça, ce sera 1 sur 4 fois x à la puissance 3 divisé par 3. OK? Plus 1, c'est donc, comme c'est additionné à x au carré plus 4, divisé par 4, pardon, ça veut dire que je l'obtiens comme la dérivée d'une fonction qui était additionnée à 1 sur 4 fois x à la puissance 3 divisé par 3. Et cette fonction, je pense que c'est assez facile, c'est juste x, parce que la dérivée de x, c'est bien égal à 1. Mais ça, c'est une primitive, donc juste pour me rappeler que je n'ai pas trouvé la primitive, je devais rajouter la constante c, c'est juste une constante réelle. Et donc, je réécris ça en disant que ça, c'est bien x au cube divisé par 12 plus x plus c. Pour être sûr que c'est bien la primitive, je peux toujours faire une vérification qui consiste juste à dériver grand f et donc à calculer f' de x. Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver si je le fais? Je fais du coup 3x au carré divisé par 12, et ici vous voyez bien que ça se simplifie et je trouve le 4, plus 1 plus 0, parce que la dérivée de la constante c'est bien 0. Donc c'est bon, j'ai retrouvé la fonction qui m'intéressait. Ok, donc là j'ai trouvé une primitive. Deuxième étape, je ne recherche plus une primitive, mais je cherche la primitive. Alors, grâce au cours précédent, je sais qu'il y en a une unique qui satisfait une certaine condition. Alors, laquelle? Alors, laissez-moi juste vous l'écrire. Je cherche la primitive telle que... Alors, si j'appelle du coup maintenant... Alors, vous voyez, ça c'était grand F. Et je sais aussi que une primitive de
x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1, c'est aussi l'intégrale entre 0 et x de x au carré divisé par 4 plus 1. Excusez-moi, là je dois utiliser du coup la variable t, vous voyez l'erreur facile. 1 dt, hein. Ça c'est toujours une autre primitive, hein, toujours de x au carré plus, divisé par 4 plus 1. Alors, moi, je veux déduire de cette expression une condition qui me permet d'identifier la seule primitive de x au carré divisé par 4 plus 1. Alors, comment je peux faire? Si j'appelle ça grand F de x, alors je sais que l'intégrale entre 0 et 0 de t à la puissance 2 divisé par 4 plus 1 dt, ça va être égal à f de 0. OK. Et je sais que ça fait exactement 0. D'accord? Mais alors, comme je sais que toutes les primitives, d'accord, donc l'expression générale de la primitive est égale à cette expression-là, je vais maintenant exploiter ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si f de 0 est égal à 0, alors 0 à la puissance 3 divisé par 12 plus 0 plus c, c'est-à-dire l'expression f de 0, doit elle aussi être égale à 0. Mais alors, là je peux écrire que ça c'est vrai si et seulement si c est égal à 0. Et là j'ai gagné, parce que je peux du coup identifier l'intégrale entre 0 et x de t à la puissance 2 divisé par 4 plus 1 dt, eh bien ça va être égal à x à la puissance 3 divisé par 12 plus x. Il n'y a plus de c, parce que j'ai pu trouver parmi toutes les primitives. Vous voyez, ici, dans l'étape 1, j'avais écrit que je recherchais une primitive, c'est-à-dire l'expression générale de la primitive où il apparaît toujours cette constante c, hein, qui est là pour me faire comprendre que je suis en train de considérer toutes les primitives. D'accord? Donc, c'est une primitive générique. Mais quand je cherche la primitive, je dois spécifier quel est le c que je fixe pour trouver une seule et unique primitive. Et donc, j'exploite le fait que moi, je connais l'expression avec la fonction intégrale de grand f de x. Je la connais parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Et donc, je trouve que la valeur de c étant égale à 0, eh bien, l'intégrale entre 0 et x de t à la puissance 2 divisé par 4 plus 1 dt est égale à x au cube divisé par 12 plus x. Et donc, j'arrive à la troisième étape, et finale aussi. Vous allez voir, elle est la plus rapide. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je veux l'intégrale entre 0 et 4 de x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1 dx. Mais ça, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal juste à f de 4. D'accord? Grand f de 4. Et grand f de 4, ça se calcule par, du coup, 4 au cube divisé par 12 plus 4, tout simplement. Et donc, 4 au cube, ça fait 64 divisé par 12 plus 4. Et là, je vais trouver du coup, alors 64 divisé par 2, ça fait 32 sixième, toujours plus 4. Je suis en train d'aller par simplification. Hein. Je divise encore par 2, je trouve ici 16 divisé par 3, plus 4. Alors 16, il n'est pas divisible par 3, du coup, il va juste falloir laisser comme ça le résultat. Donc c'est 16 tiers plus 4, mesuré en unité d'air, bien sûr. D'accord? Donc en faisant ça, j'ai trouvé quelle était la valeur de l'air E. Ok? Donc là, je tombe avec ma flèche et je peux dire que E est égal à 16 tiers plus 4. Voilà la fin de l'exercice. Commençons donc le cours d'aujourd'hui. Eh bien, je commence avec un magnifique théorème, une petite propriété qui va répondre à la question que je suis en train de supposer que vous vous posiez en ce moment. Je suis sûr qu'après la correction de l'exercice qu'il y a à faire pour aujourd'hui, vous vous êtes dit
Mais en fait, résoudre un intégral, c'est long quand même. D'accord? Une intégrale, ça a l'air d'être une opération qu'il faut quand même réfléchir, il y a plusieurs étapes, tout ça, tout ça. Mais, ne vous inquiétez pas, avec la propriété qui va suivre, vous allez voir, les intégrales vont devenir nos meilleurs amis, tout va être beaucoup plus simple, d'accord? Alors, je vous ai fait cette introduction un peu plus difficile parce que je voulais vous donner quel est le sens de l'intégrale, mais maintenant, on va quand même apprendre à faire des calculs avec ça, d'accord? Alors, je commence du coup par cette exceptionnellement utile propriété. Alors, on va prendre toujours soit f, une agréable fonction qui est continue et positive sur toujours un intervalle de la forme AB avec A plus petit que B, bien sûr. Ok? Soit f, grand F, pour être précis, une primitive de petit f. Ok? Alors, si je veux calculer l'intégrale entre a et b de petit f de x 1 dx, tout ce que j'ai à faire, c'est d'évaluer cette primitive grand f de 1 sur b, pardon, donc grand f évalué sur b, et d'y soustraire grand f évalué sur a. Et on notera aussi, souvent vous le trouverez, on notera aussi cette différence f de b moins f de a de la façon suivante. On met deux crochets, on écrit grand f de x et on écrit que ça c'est évalué entre a et b, toujours en respectant du coup le même ordre et la bonne position. Vous voyez, b toujours en haut, a toujours en bas, tout comme dans l'intégrale, b est toujours en haut et a est toujours en bas. D'accord? Alors, avant de vous démontrer cette propriété, je tiens à l'appliquer directement à l'exemple que nous venons de voir, d'accord, dans l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Alors du coup, je l'applique directement dans l'exemple. Alors, exemple, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on avait la fonction f de x égale x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1. On a dit qu'une de ces primitives, attention bien, hein, c'est une de ces primitives, grand f de x, on a dit que c'était x au cube divisé par 3, excusez-moi, divisé par 12, on avait trouvé, hein, divisé par 12 plus x. Et après, je vous avais dit qu'on devait rajouter c pour les indiquer toutes les primitives. D'accord? Donc, si j'écris ça, cette expression-là, ce sont toutes les primitives. Ok? Ensuite, je vous avais dit que je devais sélectionner la primitive, d'accord? L'unique primitive qui correspondait à l'expression de la fonction intégrale entre 0 et x, de x au carré divisé par 4, excusez-moi, de t au carré divisé par 4 plus 1 dt. D'accord? Mais ça, c'était une autre histoire. Ok? Maintenant, sélectionnons une primitive au hasard. Ok? Au hasard, ça veut dire que je prends par exemple grand f de x égale à x à la puissance 3 divisé par 12 plus x moins 7. Pourquoi pas? Moins 7, c'est une valeur de c. D'accord? Donc là, j'ai vraiment sélectionné une primitive. Pas la primitive, mais une primitive. Et vous vous rappelez, hein, le résultat final, ça avait été 16 tiers plus 4. Hein. Tenons-le toujours dans un coin de notre cerveau. Maintenant, calculons l'intégrale, du coup, l'intégrale entre 0 et 4 de x à la puissance 2 divisé par 4 plus 1 en dx avec la technique que nous venons de voir. Je prends une primitive, donc celle-là, et je l'évalue une fois en 4, et je lui soustrais la même évaluation en 0. Et regardez ce qui se passe. Quand je la calcule pour 4, ça fait du coup 4 au cube divisé par 12 plus 4 moins 7. Et à ça, je vais soustraire f de 0. Donc ça fait 0 au cube divisé par 12 plus 0 moins 7. Okay? Je développe ce calcul un petit moment. Ça fait 64 douzièmes, qui était ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, moins 7. Et là, j'ai moins... Alors 0 plus 0, ça fait 0. Donc ici, il reste juste moins 7. Et donc, je me retrouve avec 64 douzièmes plus 4 moins 7
plus 7. Vous voyez bien que le 7 disparaît. Et ici, je me retrouve juste avec 64 douzième plus 4. Et je sais déjà, parce que je l'ai développé tout à l'heure, que 64 douzième, il est égal à 16 tiers plus 4. Bingo! Et ça a marché avec cette primitive-là, celle-là, que j'ai choisie moi, juste un peu au hasard. Regardez ce qui se passe si j'en choisis une autre. Par exemple, la plus simple, je dirais. Et regardez ce qui se passe si je prends grand f de x égale juste x au cube divisé par 12 plus x plus 0. Je prends la constante c égale à rien du tout. Alors, si je prends ça, ça marche quand même. Parce que quand je calcule f de 4 moins grand f de 0, je vais trouver toujours 4 au cube deuxième plus 4 plus 0 du coup, à laquelle je soustrais 0 au cube deuxième plus 0. Et là, ça me fait toujours 64 douzième plus 4 égale à 16 tiers plus 4. D'accord? Toujours le même résultat. Du coup, vous voyez que ce théorème, il nous simplifie beaucoup la vie. Parce que du coup, je n'ai plus besoin de chercher la primitive. Mais il me suffit d'une primitive et ensuite de calculer la différence entre, du coup, les deux valeurs de l'extrême de l'intégration. D'accord? Donc, les deux valeurs b et a. D'accord? Toujours dans l'ordre inverse, f de b moins f de a. D'accord? Alors, voyons un instant la preuve maintenant de cette magnifique propriété qui va nous simplifier la vie. Ah, qu'est-ce que je suis content d'enfin pouvoir l'utiliser. C'est vraiment très pratique, je dois l'avouer. Alors, voyons donc la preuve. Je vous le fais juste ici en bas. Preuve. OK? Alors, premièrement, je vais introduire, donc on introduit une nouvelle fonction. Je vais l'appeler, comme ça en plus je vous apprends une nouvelle lettre grecque, c'est la lettre phi. Ça c'est la lettre phi minuscule. Il n'y a rien de politique ici parce que ça a été utilisé comme symbole d'un parti politique. Je vous défie à trouver lequel. Mais non, c'est juste une lettre grecque minuscule. Alors, cette fonction phi de petit x, du coup, ça va être pour moi la fonction intégrale entre a et petit x, du coup, de f de t 1 dt. D'accord? C'est ça que j'appelle phi de x. Et du coup, logiquement, phi de b, ce sera l'intégrale qui m'intéresse. L'intégrale entre a et b de f de t 1 dt. Ne l'oublions pas. Laissez-moi écrire ce du coup juste ici, comme ça c'est plus clair. D'accord? Donc phi de b, c'est ça. Je vais me le mettre d'un côté parce que ça va être utile plus tard. Ok? Bon. Maintenant, je sais que je vous rappelle, dans l'énoncé du théorème, on avait déjà introduit la primitive grand f. D'accord? Donc, je sais que phi et grand f sont deux primitives de petit f sur AB, bien sûr. Ok? Donc, par le théorème précédent, celui qu'on avait vu le dernier cours, donc par le théorème précédent, je sais que, vous vous rappelez, deux primitives différentes, elles sont toujours telles que une d'entre elles s'écrit comme l'autre, à une constante près. D'accord? Donc ça, c'est obligatoirement vrai. Ok? L'une et l'autre, elles sont séparées juste par une constante. Ok? Bon. Du coup, en particulier, phi de b, ça, ce sera égal à grand f de b plus la constante. D'accord? Toujours logique. Mais alors, je sais aussi que phi de a, eh bien, ça, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est juste égal en fait à 0. Parce que, par définition, phi de x était égal à ça. Regardez, phi de a est égal à 0 parce que, comme phi de x est égal à ça, si je le calcule pour x égale à a, eh bien logiquement,
comme j'intègre entre A et A, c'est-à-dire que j'intègre sur aucun intervalle, sur un intervalle réduit à un point, il n'y a pas d'air. Donc phi de A est égal à 0. Mais phi de A est également égal à grand F de A plus C. Et donc ça c'est égal à 0. Et ça veut dire, donc si et seulement si, regardez, F de A plus C est égal à 0. Si et seulement si, C est égal à moins F de A. Mais alors, point d'exclamation parce que c'est ici l'étape clé, phi de B tout à l'heure, hein, rappelez-vous, il était là, je l'aurais écrit là. Phi de B sera égal à quoi du coup? Eh bien, F de B, toujours. Et là, j'avais plus C, mais C c'est égal à moins F de A. Donc ça c'est égal à moins F de A. Et phi de B, on l'avait dit depuis le départ, hein, c'était égal à l'intégrale entre A et B de F de T, 1 dt, qui est donc égal à F de B moins F de A. Et ça, c'est exactement ce que l'on voulait montrer. Donc, j'ai terminé la preuve de mon théorème. Ça, c'est absolument magnifique. Mais regardons tout de suite comment appliquer ce magnifique théorème sur un exemple. Imaginons avoir la question suivante sur un contrôle. L'intégrale entre 1 et 5 de 1 sur x. Alors, vous regardez ça, vous vous dites tout de suite, ah, je dois trouver l'air, etc. Alors, pour un instant, du coup, ne traçons pas de dessin. Faisons juste l'intégrale telle que on peut maintenant le faire, juste avec la recherche de primitives. Je vais vous simplifier les étapes. Première étape, je recherche une primitive. Alors, je n'ai pas besoin de trouver toutes les primitives, donc pas d'expression avec C la constante. Je recherche une primitive. Une seule, n'importe laquelle, ça me suffira. D'accord? Autrement dit, je recherche la fonction grand f de x telle que f' de x soit égal à 1 sur x. Quelle est la fonction telle que si je la dérive, je trouve 1 sur x? Il suffit de regarder dans le tableau que nous avons déjà tracé. Hein. Ici, c'est très simple. Grand f de x, c'est le logarithme de x. Et normalement, je devrais rajouter une constante. Mais comme ici, je vous l'ai déjà dit, je recherche une primitive, pas toutes les primitives, il me suffit de laisser ln de x. C'est la primitive qui me semble être la plus simple. Et du coup, j'ai déjà terminé la première étape. Vous voyez comme c'est simple. 2. Maintenant, je calcule. Du coup, ça, vous vous rappelez, la notation que j'avais introduite, crochet ln de x calculé entre 1 et 5. D'accord? Et ça sera égal à l'intégrale entre 1 et 5 de 1 sur x en dx. Ok, alors, c'est quoi ce calcul? Du coup, je vous l'ai déjà dit, hein, ln de x calculé entre 1 et 5, ce n'est rien d'autre que ln de 5 moins ln de 1. Or, il s'avère que ici, ln de 5, bah, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est une valeur numérique, ln de 5, et ln de 1, par contre, on sait que ça vaut 0. D'accord, donc ça, c'est ln de 5 moins 0 égale du coup à ln de 5. Ok? Ça veut dire que si je remonte un instant à mon problème, juste là, je peux ici écrire que ça, c'est égal à logarithme népérien de 5. Et c'est bon, j'ai terminé. Regardez comment ça a été rapide. Même et surtout en le comparant à notre exercice qui est à faire pour aujourd'hui, qui nous avait pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'interprétation géométrique, etc., etc. Après, bien sûr, je peux toujours donner l'interprétation géométrique, hein, parce que je sais que cette intégrale, cette R que je suis en train de identifier, ça correspond à quoi? Bah, c'est l'intégrale du coup de la fonction inverse que j'ai ici fait un peu, pas de façon très précise, on va dire, mais l'air, elle est entre x égale à 1 et x égale à 5, donc vous devez imaginer que x égale à 5, il se trouvera, j'imagine, à peu près par là, donc ça c'est 2, 3, 4 et 5. Et donc, en fait, l'aire que je suis en train de calculer, c'est juste cette aire-là, regardez, c'est celle-là. L'aire entre 1 et 5, eh bien, cette aire-là, elle vaut exactement le logarithme de 5, c'est une valeur numérique, d'accord? Et je l'ai calculée. Mais cette interprétation géométrique n'a pas été nécessaire,
d'accord? C'est juste ici pour me donner un sens à cette valeur numérique ici, mais l'important pour le moment, c'était juste de le trouver. Donc voici un premier exemple assez simple, je trouve. On va maintenant passer à des exemples un peu plus difficiles, d'accord? Voici donc un exemple un peu plus difficile, hein, on ne va pas se le cacher, ça c'est un peu plus dur. Je pense que vous voyez clairement que les intégrales IJKL sont un peu plus difficiles, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à les résoudre. Alors, commençons sans tarder, parce que ça va nous prendre quand même quelques minutes. Sachez que vous pouvez mettre la vidéo en pause pour chercher tout seul les primitives à tout moment, hein, c'est un très bon exercice, je vous invite absolument à le faire. Alors, commençons du coup une recherche. Ici, ça va être vraiment un peu comme un mystère à la Sherlock Holmes, parce qu'il va falloir remonter dans le temps et retrouver donc les primitives des fonctions suivantes. D'accord? À chaque fois, il nous suffit d'une primitive. D'accord? Donc, ici, je vais partir à la recherche des primitives, mais il me suffira d'en trouver une seule, une qui marche, et voilà, j'aurai terminé. Ok, commençons par l'intégrale i. D'accord? Ça, c'est du coup, donc je vais plutôt appeler l'exercice, c'est la partie 1. Donc, du coup, la fonction f de x en question, c'est x moins 1, le tout au carré. Et moi, je veux trouver la fonction telle que f' de x est bien égale à x moins 1, le tout au carré. Alors, je commence à tâtonner. Déjà, qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, je remarque que x moins 1, donc juste cette partie-là, hein, x moins 1 est une fonction affine, tranquillement, qui fait sa vie, au carré, donc c'est une fonction de degré 2 globalement, parce que la fonction affine a degré 1, donc le tout au carré, ça va faire degré 2. Très bien, je sais qu'effectivement, comme x, vous voyez, ben, ça n'a pas de coefficient, hein, je sais que pour obtenir x moins 1 au carré, il suffit, ou presque, hein, de considérer x moins 1 au cube. Pourquoi? Parce que imaginez de faire la dérivée de x moins 1 au cube, ça c'est du brouillon, hein, je me le marque ici, mais pour faire de la recherche, le brouillon est toujours très pratique. X moins 1 à la puissance 3 dérivée, ça c'est égal à quoi? Ça fait 3x moins 1 à la puissance 2, parce que je baisse de 1 à la puissance, fois la dérivée de l'argument de cette fonction. C'est une fonction composée, mais ici l'argument c'est x moins 1, c'est la fameuse fonction affine que j'avais citée ici, et sa dérivée c'est juste 1. Donc en fait ça c'est égal à 3x moins 1, le tout au carré. Mais du coup, si je veux trouver une fonction telle que dérivée, ça me fasse x moins 1, le tout au carré, il suffit juste que je m'occupe de faire disparaître ce 3 qui est là. Et du coup, je vais prendre x moins 1 à la puissance 3 divisé par 3. Et regardez, si je dérive cet objet, je trouve 3x à la x moins 1 à la puissance 2 divisé par 3, parce que 3 c'était excusez-moi, 1 tiers c'était une constante multiplicative, donc ici il s'efface et il me reste juste x moins 1 au carré. Super. Donc une primitive, c'est fx, quand f de x pardon, égale à x moins 1 à la puissance 3 divisé par 3. Et du coup, l'intégrale, c'est l'intégrale entre moins 1 et 4 de cette belle fonction. Eh bien, du coup, je vais faire donc cette belle fonction calculée, x moins 1 à la puissance 3 divisé par 3, calculée entre moins 1 et 4, c'est-à-dire 4 moins 1, le tout à la puissance 3 divisé par 3, à laquelle je soustrais, parenthèse, et là je vais mettre moins 1 à la puissance 3 divisé par 3. Voici donc mon calcul d'intégrale, et ça c'est juste un calcul, c'est simple, ça fait 3 à la puissance 3 divisé par 3, donc ça va faire 9, et ça va être moins 2 à la puissance 3 divisé par 3, encore ça fait du coup 27 tiers, je vais les garder comme ça parce que ça va être plus simple après pour faire le dénominateur commun. Là, j'ai 3, moins 2 à la puissance 8, ça fait moins 8. Et donc ici, je me retrouve à faire 27 tiers plus 8 tiers. Et ça fait du coup 35 tiers. Voici donc la valeur de l'intégrale i. Ok? Vous avez compris l'idée? Je cherche une primitive et dès que je l'ai trouvée, d'accord, je l'ai trouvée ici, je vous le rappelle, je effectue le calcul tout de suite. D'accord. Deuxième exemple, ça va être celui-là. C'est l'intégrale entre 1 et 2 de 1 divisé par
2x moins 1 à la puissance 2 en dx. D'accord? Bon, je serre un peu. Voilà ce que j'ai. Ok, alors, encore une fois, petit f de x, c'est égal à 1 divisé par 2x moins 1 au carré. C'est encore une fonction affine. Je vous réécris ça de façon un peu plus agréable, comme 2x moins 1, le tout à la puissance moins 2, parce qu'elle se trouve au dénominateur. D'accord? Donc, je recherche une primitive, donc une fonction grand f, telle que f' de x soit égal à petit f de x. Ok? Alors ici, ça va être très similaire la recherche à celle que je viens de faire, parce qu'il s'agit toujours d'une puissance d'une fonction affine. Alors du coup, je me fais toujours mon petit brouillon. Hein. Le brouillon, sachez-le, c'est le meilleur ami du mathématicien. Brouillon. Alors je cherche donc cette grande fonction grand f. Et moi, je me rappelle d'un fait. Bah, je sais que quand j'ai du coup n'importe quelle puissance, si je veux l'obtenir, ça veut dire qu'à chaque fois, moi, un dérivant, je baisse l'exposant. Donc, je sais que pour obtenir moins 2 comme exposant, je dois dériver quelque chose qui est à l'exposant moins 1. Comme ça, un dérivant, ça fera moins 1, moins 1, donc j'arriverai à moins 2. Et comme pour le moment, je sais juste que l'argument c'est 2x moins 1, essayons de voir ce qui se passe si je dérive 2x moins 1, d'accord? Donc ça, c'est juste un test. Laissez-moi donc vous dériver ça. Et ça me fait quoi? Bah, ça me fait du coup 2x moins 1, formule toujours de dérivation de fonctions composées, ne l'oublions pas. 2x moins 1 à l'exposant moins 1 moins 1, du coup je le baisse de 1, fois, attention, là, bien sûr, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié une étape. Laissez-moi donc reprendre les calculs. Ici, quand je dérive, ça c'est toujours une dérivée d'une fonction de la forme x à la puissance n. Et je vous rappelle que quand je dérive cette fonction, ça fait toujours n fois x à la puissance n-1. Ok? Donc ici, je trouve que ça fait en fait moins 1, donc l'exposant qui descend, l'exposant ici, hein, c'est ça ce moins 1, fois 2x moins 1, donc pour le moment l'argument je ne le touche pas, moins 1, donc ça va me faire moins 2, c'est ce que je veux, donc c'est bien, fois, attention, la dérivée de l'argument. Alors l'argument, c'est ce bloc-là. Eh bien, si je le dérive, toujours grâce à la formule de la dérivation d'une fonction composée, bah, je trouve juste 2. Ok? Donc ici, tout ce que je trouve, globalement, c'est moins 2 fois 2x à la puissance, excusez-moi, 2x moins 1 à la puissance moins 2. Alors maintenant, regardez, moi, ce que je veux obtenir, c'est juste 2x moins 1 à la puissance moins 2. Et regardez, j'y suis presque. Ce qu'il me manque, en fait, c'est de faire disparaître ce moins 2 qui apparaît ici. Et alors, je vous propose comme fonction primitive, moins 1 demi qui multiplie 2x moins 1, le tout à la puissance moins 1. D'accord? Et maintenant, regardez ce qui se passe si je dérive ça. Regardez, la magie. Eh bien, ça fait moins 1 demi, parce que c'est une constante multiplicative, donc elle est juste répliquée devant, fois, je dérive maintenant 2x moins 1 à la puissance moins 1, et je retrouve le même résultat qu'avant, c'est-à-dire moins 1, parce que c'est l'exposant qui descend, fois 2x moins 1 à la puissance moins 1, donc ça va me faire moins 2, fois la dérivée de l'argument, donc c'est juste 2. Ok, alors je fais les produits. Moins et moins, ça fait plus. Donc ici, je me retrouve avec 1 demi fois 2x moins 1 à la puissance moins 2 fois 2. Mais 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc ici, tout ce qui me reste, c'est 2x moins 1 à la puissance moins 2. Bingo! Et donc, une primitive grand f, eh bien, grand f de x sera égal à moins 1 demi fois 2x moins 1 à la puissance moins 1. La voici, notre petite primitive. Ok, et bien maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'évaluer du coup entre 1 et 2, et ça c'est très facile, car je fais du coup moins 1 demi 2x moins 1 à la puissance moins 1, oups, excusez-moi, c'est un crochet, entre 1 et 2, c'est-à-dire premièrement, moins 1 demi 2x moins 1 à la puissance moins 1, évalué, donc non pas un x, mais évalué pour 2, donc ça fait 2 fois 2 moins 1, ok? Donc ça c'est, en gros, je vous le fais d'une autre couleur, ça c'est grand F de 2, hein?
à laquelle je soustrais moins 1 demi fois, eh bien là ce sera du coup f de 1, donc ce sera 2 fois 1 moins 1 à la puissance moins 1. Ok, excusez-moi, ça a superposé l'écriture, je me fais juste une petite barre, voilà. Et voilà, ok, et ça correspond à grand F de 1. Ok, comme dans la formule qu'on a démontrée auparavant. Et donc, j'effectue le calcul et je trouve moins 1 demi, ça c'est 4, moins 1 ça fait 3, 3 à la puissance moins 1, je vais voir après ce que ça va me donner. Ici j'ai moins fois moins 1 demi, bon je sais déjà que là je peux remplacer par des plus, fois, alors 2 fois 1 ça fait 2, 2 moins 1 ça fait 1, 1 à la puissance moins 1, je sais que ça va faire 1, mais bon je me le laisse pour après. Et ça c'est du coup moins 1 demi fois, alors 3 à la puissance moins 1 c'est 1 tiers, plus, ça c'est 1 demi fois 1 à la puissance moins 1, donc ça fait 1. Et donc ici je me retrouve avec moins 1 sixième, parce que c'est moins 1 demi fois 1 tiers, donc ça fait moins 1 sur 6, 2 fois 3, 6, plus 1 demi, et j'effectue le calcul, dénominateur commun c'est 6, ça c'est moins 1 plus 3, moins 1 plus 3 ça fait 2, 2 sixièmes, et 2 sixièmes ça fait 1 tiers. Donc tout cette intégrale, ça fait juste 1 tiers. D'accord? Donc je peux l'écrire ici par exemple. Ça fait 1 sur 3. Ah, excellent, excellent. Alors comme vous l'aurez, j'imagine déjà assez bien compris, j'ai choisi pour cet exemple des calculs un peu compliqués. Hein. Je préfère vous le montrer une fois, comment il faut les aborder. Et ensuite, vous laisser faire des exercices d'un niveau un peu plus simple. Continuons du coup avec le troisième exemple. Je passe donc au troisième exemple. Alors, je vais ici seulement faire le calcul pour trouver quelle est la primitive et puis je vais vous laisser calculer l'intégrale par vos propres soins parce que sinon la vidéo va durer 3h30 et c'est pas trop une bonne idée. Donc, cette intégrale-là, ça me demande de chercher du coup la primitive telle que si je la dérive, donc grand F' de x doit être égal à E cosinus de t fois le sinus de t. Ok? Et ici, heureusement, ce n'est pas trop compliqué parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez que ici, vous avez le cosinus. Hein, et ici, vous avez le sinus. Or, nous savons que le cosinus dérivé, ça nous fait moins le sinus. D'accord? Ok. Gardons-le un instant dans notre tête. Je sais aussi qu'il y a un truc appelé la formule de la dérivation des fonctions composées. Alors, imaginez toujours comme brouillon de prendre e à la puissance cosinus de t et de le dériver. Ok? Qu'est-ce que ça va nous faire ça? Ah bah ça c'est une fonction composée avec une belle exponentielle, donc je sais que l'exponentielle se réplique toujours. Donc je réécris pour faire la dérivée e à la puissance cosinus de t, très bien. Et là je dois multiplier fois la dérivée de l'argument. Or, son argument, c'est justement le cosinus de t. Et la dérivée du cosinus de t, c'est moins sinus. Oups. Je disais moins sinus de t. Et vous voyez, ici, on a trouvé quelque chose qui ressemble fortement à ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour l'obtenir précisément égal? Eh bien, ce serait juste de rajouter un moins, parce que là, il y a un moins de trop. Et donc, je vais dériver maintenant comme test moins e à la puissance cosinus de t. Et si je dérive ça, je vais trouver du coup, alors le moins c'est une constante multiplicative, donc elle reste, elle ne bouge pas, la dérivée ne lui fait absolument rien. Et ensuite je réécris e à la puissance cosinus de t, qui ne change pas parce que toujours c'est une exponentielle, fois la dérivée de l'argument, et l'argument c'est cosinus, donc la dérivée c'est moins sinus de t. Le moins et le moins ils disparaissent, et je me retrouve avec e à la puissance cosinus de t, sinus de t. Ça veut dire, ça c'était mon brouillon, ça veut dire que donc grand F de x est égal à rien d'autre que moins l'exponentielle du cosinus, excusez-moi, à la puissance cosinus de x, parce que bon, j'ai écrit la primitive en fonction de x, ça ne change rien, c'est juste le nom de la variable. D'accord? Et donc, si vous voulez calculer l'intégrale, il va juste falloir estimer moins e à la puissance cosinus de x entre 0 et pi. Un petit calcul que je vous laisse
faire tout seul parce que vous commencez à être quand même un peu autonome. Et je passe du coup à la dernière intégrale. Et donc, celle-là, je vais vous la faire juste ici. C'est l'intégrale, je me la réécris un instant, entre 1 demi et 2 de x au carré moins 1, le tout divisé par x, 1 dx. Ah, c'est une intégrale qui peut paraître très difficile et méchante parce qu'il y a une fraction, mais en fait, vous allez voir, c'est une des plus faciles de tout l'exercice, d'accord? Je disais que c'est une des plus faciles de tout l'exercice parce que, en fait, je peux juste faire une petite remarque. Alors déjà, je peux prendre la fonction petit f de x au carré moins 1 divisé par x. Et je me rappelle que comme ici, j'ai un seul dénominateur, j'ai un dénominateur très simple, c'est x, et un numérateur qui est composé par une soustraction. Et donc, je peux écrire que ça, c'est égal à x au carré divisé par x moins 1 sur x. Et pourquoi j'ai un avantage à faire ça? Parce qu'en fait, ça c'est égal à x moins 1 sur x. Alors, regardez comment cela devient simple de trouver une primitive de cette fonction petit f. Eh bien, une primitive de ça, ce sera quoi? Ce sera x au carré sur 2, qui est donc une primitive du morceau x, moins, quelle est une primitive de 1 sur x? Eh bien, on l'a déjà rencontré dans le premier exemple que j'ai fait, c'est juste ln de x. Voici donc une primitive. D'accord? Alors, si je veux calculer cette intégrale, tout ce que j'ai à faire, c'est du coup de faire l'estimation x au carré sur 2 moins ln de x, les deux estimés entre 1 demi et 2. D'accord? Et je vous laisse terminer ce calcul à la maison parce que, encore une fois, c'est très simple. Voilà. Alors, j'imagine, encore une fois, de voir vos réactions. Et là, vous vous dites, oh là là, mais ça a l'air tellement dur au niveau des calculs. Regardez combien de choses il avait pu écrire en 15 minutes. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est juste parce que j'ai un peu l'expérience. Mais je vous ai trouvé un petit document qui va vous aider. Laissez-moi vous le présenter. Le voici. Il s'agit d'un tableau qui nous présente des petites astuces pour trouver des primitives un peu plus facilement. D'accord? Alors, ce tableau, il est tiré du livre que je vous ai déjà partagé. Il s'est trouvé téléchargeable dans une de mes vidéos précédentes. C'était le géométrie dans l'espace numéro 2. Regardez un peu qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous présente dans la colonne ici à gauche plusieurs fonctions qui s'écrivent de façon différente. Et ici, il nous présente leurs primitives. D'accord? Et bon, ici, il y a aussi le domaine de validité. Ça, c'est toujours très pratique pour savoir quand est-ce qu'on peut utiliser, on a le droit d'utiliser ces formules. Alors, qu'est-ce qu'on y lit en particulier? Commençons dès le début. Ici, qu'est-ce qui est marqué? On a si petit f s'écrit comme la somme de deux fonctions, qu'on peut donc voir comme deux fonctions dérivées. La primitive, ce sera égal du coup à la somme des deux primitives de deux fonctions. Vous voyez, si ici on avait la somme de deux fonctions que je vois être comme les dérivées de la fonction u et de la fonction v, du coup la primitive ce sera juste la somme. C'est assez logique, on a déjà utilisé ça plusieurs fois et ça marche à chaque coup. Ok? Ensuite, si vous avez comme fonction petit f u' fois u à la puissance n, on peut déduire que du coup une primitive ce sera 1 sur n plus 1 fois u à la puissance n plus 1. Ça c'est juste la formule de dérivation qu'on avait vue pour les fonctions. Vous vous rappelez, quand on avait une fonction de la forme u de x à la puissance n, on avait vu que pour la dériver, il fallait justement on retrouvait tout simplement en fait cette expression. Vous vous rappelez, f' de x, ça s'écrivait comme n u de x à la puissance n-1 fois u' de x. D'accord? Ça, c'est une des formules qu'on a vues dans un des premiers chapitres fait ensemble, celui sur la dérivation. Eh bien, ici, la formule qui est marquée, c'est juste une formule que l'on obtient à partir de celle-là. D'accord? On l'a juste réécrit à l'inverse. C'est-à-dire que si on voit que la fonction petit f s'exprime comme u' fois u à la puissance n, alors grand f sera égal à 1 divisé par n plus 1 fois u à la puissance n plus 1.
et ainsi de suite. Vous voyez que toutes les formules suivent ce même principe. Alors, je vous les présenter parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de prendre le temps de le lire et d'essayer de le comprendre. Mais, je tiens à préciser quelque chose. Je suis en général dans les exercices du baccalauréat ou dans les exercices que je pourrais vous poser. Il n'y a jamais des intégrales trop compliquées qu'il faut trouver tout seul, donc ne vous inquiétez pas. Ce qu'on vous demandera en général, c'est une fois qu'on vous a proposé une fonction, on vous demande de démontrer que cette fonction proposée est effectivement la primitive d'une deuxième fonction qu'on vous propose. Et donc, pour démontrer cela, il vous suffira de dériver la première et de montrer qu'elle est égale à la deuxième. Alors, je vais vous poser des exemples tirés du bac, comme ça vous allez comprendre qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais bon, je voulais quand même vous présenter ce tableau parce que je trouve qu'il peut être intéressant et c'est quand même un tableau qui contient beaucoup de cas très utiles qu'on peut de temps en temps trouver. Voilà, je termine mon cours sur cette présentation. Je vais vous le mettre, seulement cette image, je vais vous la mettre disponible sur Pronote pour que vous puissiez la télécharger si vous voulez la voir seulement à elle découpée. Sinon, je vous invite encore à télécharger ce manuel. Et voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt.